Madame, monsieur, bienvenue. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Ça y est, c'est reparti après 4 ans d'attente. La Coupe du Monde de football démarre ce dimanche. Et VOA Afrique se met à l'heure de cette grand-messe du ballon rond. Toute la planète a les yeux rivés sur le Qatar, le tout premier État arabe à accueillir le plus grand tournoi footballistique du globe. Mais pourquoi le pays hôte fait-il l'objet de tant de critiques virulentes, notamment au chapitre des droits humains et de l'environnement, sans oublier les accusations de corruption? Et du côté de l'Afrique, quel est le moral des troupes? Le trophée est-il à la portée du continent? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités. Mille fois merci de votre fidélité à Washington Forum. Entre polémique et contre-attaque, c'est une Coupe du Monde pas comme les autres qui a lieu pendant un mois au Qatar. Sans plus tarder, Yacouba Ouedraogo nous plante le décor de l'édition 2022 de l'événement phare de la planète foot. Des supporters se rassemblent sur le Lucille Boulevard où la statue de l'Ahib, la mascotte officielle de la Coupe du Monde, et les drapeaux des pays participants sont exposés. Doha respire le football avant le coup d'envoi de la première Coupe du Monde organisée dans un pays arabe. Seul hic, le Qatar est sous les critiques des défenseurs des droits de l'homme. Ces derniers invoquent les problèmes environnementaux soulevés par les grands chantiers du mondial, les conditions inhumaines des travailleurs entraînant souvent des morts, le non-respect des droits des personnes LGBTQ. À cela s'ajoutent des accusations de corruption présumées qui auraient entouré l'attribution du mondial au Qatar. D'aucuns appellent au boycott, comme ces tenanciers de bar en Allemagne. Le Qatar utilise la Coupe du Monde pour améliorer sa réputation et se présenter sur la scène internationale différemment de ce qu'il est en réalité. Nous ne nous sentons pas à l'aise à l'idée de nous amuser en regardant les matchs quand on sait qu'il s'agit d'une dictature absolue où l'on ne peut pas y vivre librement sa sexualité sans être sévèrement persécuté. Le petit émirat du Golfe s'est longtemps contenté de répéter que tout le monde serait le bienvenu avant de hausser le ton, allant jusqu'à ouvrir la porte à des poursuites judiciaires. Le secrétaire général du comité d'organisation, Hassan Al-Tawadi, estime que ces critiques sont dues au fait que le Qatar est un pays arabe qui a été capable de jouer d'égal à égal et d'arracher l'organisation du tournoi. La FIFA tempère et rappelle la mission principale du football. Le sport unit le monde, et parce que le football unit le monde, la Coupe du Monde est l'occasion de rassembler les gens dans la paix et de profiter de quelque chose de profondément nécessaire en ces temps turbulents que nous vivons. C'est dans ce tourbillon de critiques que s'ouvre la succession de la France, vainqueur en 2018 en Russie. 32 équipes sont en liste, dont 5 pays africains qui portent les espoirs du continent. Le Cameroun, le Ghana, la Tunisie, le Maroc et le champion d'Afrique en titre. Le Sénégal, pour l'heure, diminué par la blessure de sa vedette Sadio Mané. Les Africains veulent voir au moins un de leurs représentants atteindre pour la première fois les demi-finales d'un mondial. Pour cela, il faudra batailler dur face à des favoris comme la France du Ballon d'Or Karim Benzema, le Brésil de Neymar, l'Argentine de Lionel Messi ou encore le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et voilà mon collègue Yacouba Ouedraogo que j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau, le monsieur sport de VOA Afrique. Il va nous accompagner tout au long de ce programme. C'est avec le même plaisir que j'accueille nos autres invités en direct de Casablanca au Maroc, le journaliste et commentateur sportif Amine Birouk. Il nous rejoint via Skype. Également avec nous par le truchement de Skype, notre confrère Khalil Gueye, directeur général de B-News International, télé partenaire de VOA Afrique à Dakar au Sénégal. Et de notre studio dans la capitale française, Hervé Kouamouo, journaliste et commentateur sportif indépendant d'origine camerounaise. Il est également doctorant à l'université de Paris-Nanterre. Alors pour Sepp Blatter, l'attribution du mondial 2022 au Qatar a été une erreur. L'homme qui a dominé
Alors, l'homme qui a dominé pendant de très longues années le gouvernement du football vient de répéter ce qu'il avait dit déjà en 2014, un an avant d'être contraint de quitter la FIFA sur fond de scandale. Hervé Kouamouo, quelle lecture faites-vous de ces propos de l'ancien patron du foot mondial? Est-ce une nouvelle tentative de sa part de redorer son blason, surtout après avoir été blanchi avec son ex-bras droit, Michel Platini, dans une affaire d'escroquerie? Effectivement, on peut voir ça pour Sepp Blatter comme une volonté de blanchir son image, de retrouver une sorte d'aura qu'il avait un peu perdu avec ce long procès pour ce paiement. Mais il faut quand même rappeler qu'il avait déjà voté contre le Qatar en 2010. Donc c'est un petit peu logique et il en profite pour se remettre en selle quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde. Et puis comme on l'a dit justement, parce que ce procès le libère enfin de ce paiement déloyal. Alors pour rappel, c'est le 2 décembre 2010 à Zurich que le Mondial 2022 a été attribué au Qatar aux dépens des États-Unis. Depuis, le petit émirat du Moyen-Orient n'arrête pas de nier toute malversation après avoir été accusé d'avoir acheté cette Coupe du Monde. Amin Birouk, d'où est venue cette allégation et comment le Qatar s'en défend exactement? Tout d'abord, il y a un Qatar bashing qui a augmenté au fur et à mesure de l'approche de la compétition. Je me pose la question, où étaient ces tenants des droits humains, ces personnes qui respectent la nature, l'environnement, l'écologie, il y a 12 années lorsqu'il y a eu le vote où on s'est retrouvé avec le plus petit État de l'histoire du football à organiser une Coupe du Monde, parce que finalement il a lieu entre le nord et le sud du Qatar, visiblement il n'y a pas plus de 80 km. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une zone avec ses particularités. On se retrouve dans une zone qui a, je dirais, ses préceptes et ses principes. Et visiblement, la levée de bouclier a commencé à se passer lors de la dernière année, alors qu'il y a eu quelques défenseurs des droits humains qui ont réclamé, qui ont parlé de ce genre de choses. On parle de corruption. Toutes les Coupes du Monde, au moins, en tout cas, les dernières Coupes du Monde, il y a eu du lobbying, il y a eu du soft power pour pouvoir exercer des pressions sur les votants. On se rappelle que pour l'attribution de la Coupe du Monde 2006, en Allemagne, le représentant, un membre du comité exécutif qui était de la zone Océanie, je pense un néo-zélandais, s'était abstenu de voter, avait quitté la salle de vote parce qu'il avait reçu des pressions et son absence avait fait pencher la bascule en faveur de l'Allemagne contre l'Afrique du Sud. Il y a eu 2010 avec le vote où le Maroc avec 3-4 voix à la veille du scrutin, et ces 3 voix de la zone CONCACAF, justement, se sont reportées sur l'Afrique du Sud dans la nuit du vote. Et justement, ces personnes ont été écrouées par la justice américaine et aujourd'hui, elles sont derrière les barreaux. Donc, la FIFA, je dirais, a toujours eu des scandales. Oui. L'attribution des Coupes du Monde ont toujours eu une odeur de soupe. Et le cas du Qatar n'est pas d'une exception. Ouais. Alors, Amnesty International continue d'appeler Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA, à créer un fonds d'environ 440 millions de dollars, lequel permettrait de verser une compensation financière aux travailleurs immigrés qui ont construit les stades au Qatar, accusés d'abus à l'égard de ces ouvriers provenant principalement du sous-continent indien et d'Afrique. Des ONG ont fait état de morts et de blessés sur les chantiers. Vous le disiez tout à l'heure, Yacouba, dans le reportage, la FIFA et le Qatar ont-ils réagi à une telle demande? Écoutez, cette demande des ONG, notamment Amnesty International et Human Rights Watch, est survenue depuis le mois passé. Et à l'époque, bien sûr, le secrétaire général adjoint de la FIFA s'était montré favorable à la création de ce fonds-là pour indemniser les travailleurs qui ont perdu peut-être la vie ou encore qui se sont blessés sur ces chantiers de la Coupe du Monde. À l'époque, bien sûr, la FIFA avait prêté le flanc en disant que c'était une très bonne idée qu'elle allait appuyer, mais tout récemment, la semaine dernière notamment, le Qatar a été clair. Pas question de mettre un tel fonds en place comme quoi. Ils ont fait assez de réformes dans le monde du travail au Qatar, avec notamment des permissions, par exemple, aux travailleurs qui ne se sentaient plus à l'aise avec leur employeur de changer de boulot, ou encore la possibilité de quitter le pays sans avoir à demander l'autorisation de l'employeur, ce qui était le cas avant, ou encore un salaire minimum de 275 € par mois qui a été instauré. Donc le Qatar estime qu'il a fait assez de réformes et donc
pas question, bien sûr, de mettre un fonds en place pour indemniser les travailleurs migrants. Et au-delà, ils estiment qu'ils ont mis un tribunal, en quelque sorte, de travail en place et qui jugerait, bien sûr, des cas pareils. Ralil Gueye, les critiques et polémiques autour du Mondial 2022 qui font couler beaucoup d'encre en Occident, font-elles écho en Afrique comme chez vous au Sénégal, ou est-ce le football tout simplement qui intéresse les fans du continent? Je dirais simplement que c'est le football qui intéresse les fans. On a suivi un peu ces polémiques et ces jugements sur le Qatar, mais de manière assez légère et d'un point de vue assez éloigné du sujet, parce que le Qatar, pour nous, pour les Sénégalais, pour le grand public surtout, public du football, est un pays arabe. Peut-être c'est la raison pour laquelle l'Occident s'acharne contre ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle on n'y attache pas tellement d'importance. On est surtout concentré sur les matchs et que ces matchs-là sont entendus avec beaucoup d'ardeur au Sénégal. J'imagine. Alors, je reviens sur les droits de l'homme. Philippe Lam, l'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne et directeur de l'Euro 2024, est lui aussi d'avis que l'attribution du mondial au Qatar a été une erreur. Il n'y va pas en affirmant que dans ce pays conservateur, les homosexuels sont toujours criminalisés, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes et la liberté de la presse et la liberté d'expression sont restreintes. Hervé Kouamouo, que pensez-vous des appels faits par nombre de professionnels du foot au boycott total du mondial qatari? Pour moi, le boycott n'est jamais une bonne solution. Déjà, parce que ça arrive forcément un petit peu en retard quand le boycott est demandé. Oui. Les boycotts doivent se passer normalement au moment où on décerne la candidature au pays. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, c'est que des fois, le sport prend sa revanche. Parce que c'est intéressant qu'on parle de Philippe Lam, parce que l'un des premiers éléments qui a été demandé à être boycotté, l'un des premiers événements, ça a été les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Parce que c'était le Troisième Reich qui l'organisait. Et puis, franchement, l'image dont on se souvient aujourd'hui encore, c'est l'image de Jesse Owens, qui gagne 4 médailles olympiques à ce moment. Donc, vous voyez bien que quelque part, le sport peut toujours prendre sa revanche. Là, aujourd'hui, effectivement, il est un peu tard pour parler de boycott sur le plan de l'organisation. Il faut laisser les joueurs jouer. Et puis, en espérant que, quelque part, effectivement, les réformes qui ont été amenées par le Qatar, un ensemble de choses. Et puis, puisqu'on parlait un peu de la FIFA, les changements de règles, parce que jusque-là, c'était 24 personnes qui décidaient quelle était l'organisation de la Coupe du Monde, et la Coupe du Monde 2026 a été attribuée par l'ensemble de l'Assemblée générale de la FIFA. Donc, c'est des éléments qui changent, et puis cette candidature du Qatar a amené, il y a eu un avant et un après, donc je pense qu'il est temps maintenant de laisser tout le monde jouer et qu'on parle de foot. D'accord. Alors, une autre critique tout de même, celle qui concerne l'impact environnemental de ce mondial. D'après la FIFA elle-même, plus de 3,6 millions de tonnes de CO2 seront émises contre 2,1 millions de tonnes lors de la précédente Coupe du Monde en Russie en 2018. La climatisation des stades est également vue comme du gâchis énergétique. Amine Birouk, brièvement, le Qatar a-t-il accordé de l'importance à cette question de l'environnement? En ayant visité le Qatar il y a 3 ans et en ayant visité les installations, on sent qu'il y a un souci de protéger l'environnement, même si visiblement, la climatisation des stades va quand même avoir un impact sur l'écologie. Ce qui est certain, c'est que le fait de disputer une compétition en pleine péninsule arabique dans des conditions climatiques où il y a chaleur et surtout humidité, incite à protéger les acteurs du jeu et les spectateurs qui sont présents au stade. De ce fait-là, ce système a été inventé par les Qataris pour pouvoir donner à la compétition un air plus humain, moins cruel. Mais visiblement, même ces efforts ne seront pas suffisants pour pouvoir arrêter, je dirais, cette dérive. Justement, il y a eu des efforts dans ce sens-là, mais pas assez suffisants pour pouvoir permettre ces dérives ou empêcher ces dérives. Yacouba, nous allons en parler un peu plus en profondeur dans la seconde partie de ce Washington Forum. Mais brièvement, comment les pays africains qualifiés pour le mondial abordent-ils l'épreuve ? Ben écoutez, on peut dire dans l'ensemble, on peut dire comme ça dans l'ensemble que tout se passe bien. Rien que ce matin, le Ghana
a battu la Russie en match amical 2-0. Et je sais que le Maroc aussi joue aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait. Et donc, dans l'ensemble, je veux dire que ça va par rapport aux éditions, par exemple, passées, où on a entendu beaucoup parler de ces problèmes extra, un peu pas extra, mais quand même extra sportifs liés aux primes et autres et tout ça. Et donc, cette année, on n'a pas du tout entendu parler de revendication de primes avant d'aller à ce mondial-là. L'autre truc, peut-être, c'est ce conflit un peu judiciaire entre la Fédération camerounaise de football et l'ancien équipementier ou encore l'équipementier en conflit en tout cas avec la Fédération camerounaise de football, le COC sportif. Le Cameroun a changé d'équipementier, passant bien sûr à One All Sport. En dehors de ça, on peut dire qu'on a peu entendu parler de problèmes autour bien sûr de la préparation de ces équipes-là par rapport à la Coupe du Monde. Ce qu'il faut souligner aussi, ce sont les cas de blessures, et ça arrive, c'est le football, c'est le sport. Sadio Mané, grosse point d'interrogation, même si visiblement il ne pourra pas participer à cette compétition-là. Et puis, le cas du Maroc qui a connu pas mal de forfaits liés bien sûr à des blessures. Le dernier épisode en date, c'était Hamid Harit de l'Olympique de Marseille. On y reviendra tout à l'heure. Halil Gueye, le Sénégal joue son premier match ce lundi 21 novembre contre les Pays-Bas. Mais la fièvre du football a-t-elle d'ores et déjà gagné le pays ? Mais quand même un peu avec un petit recul, parce que l'inquiétude aussi plane sur Sadio Mané, qui est le galvanisateur numéro 1 de cette équipe, n'est-ce pas, qui galvanise ses coéquipiers et qui est le buteur nommé, n'est-ce pas, des Sénégalais. Sa blessure a quand même refroidi l'ardeur des fans de l'équipe nationale. Mais nous trouvons que Aliou Cissé a eu la clarté d'esprit quand même de l'inscrire sur la liste, parce que si jamais il peut reprendre le terrain, réentrer dans le terrain, il pourrait faire changer les choses. Et si le seul fait de savoir qu'il est encore sur la liste va contribuer à galvaniser davantage, à booster justement cette équipe qui va jouer sans lui au moins pendant 2 ou 3 matchs, en attendant qu'il revienne. Donc c'est un peu ça, cette fièvre est un peu atténuée par cette inquiétude sur le cas de Sadio Mané. Chers invités, restez avec nous. Et vous, chers amis fidèles de la VOA, n'allez nulle part ailleurs non plus. La suite de Washington Forum après cette courte pause. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Avec vous dans Washington Forum que vous propose VOA Afrique. Tous les regards sont braqués vers le Qatar où se déroule du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre la 22e édition de la Coupe du Monde de football avec son lot de controverses. Mais il est d'abord et avant tout question de ballon rond. Avec Yacouba Ouedraogo, mon collègue de VOA Afrique qui m'accompagne dans cette émission, retrouvons nos invités pour en parler via Skype de Casablanca au Maroc, le journaliste et commentateur sportif Amin Birouk. Également en direct avec nous notre confrère Halil Gueye, directeur général de B-News International, télépartenaire de VOA Afrique à Dakar au Sénégal. Et de notre studio dans la capitale française, Hervé Kouamouo, journaliste et commentateur sportif indépendant d'origine camerounaise. Et justement, Hervé Kouamouo, question directe, le trophée du Mondial 2022 est-il à la portée de l'Afrique ? Honnêtement, je pense que ce sera difficile cette année parce que c'est une compétition évidemment où l'Afrique arrive avec ses chances. Le Sénégal est la meilleure chance africaine, même si l'absence de Sadio Mané va jouer. Mais je ne pense pas que cette année, ce sera l'année de l'Afrique. Je pense que nous avons le premier défi déjà, ce serait de sortir 1 ou 2 équipes des poules parce que nous restons quand même sur un mondial 2018 sans aucune équipe qualifiée. Maintenant, point positif,
la Coupe du Monde en pleine saison comme ça, c'est un avantage pour les équipes africaines puisque tous les 2 ans avec la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs ont cette habitude de switcher rapidement du football de club au football de sélection. Donc ces matchs sans grande préparation, ils connaissent. Ensuite, nous avons un territoire qui est réduit, donc les problèmes logistiques de déplacement qui sont souvent que connaissent souvent nos sélections seront amoindris par le fait qu'effectivement tous les stades sont dans la même zone et que ça va pas porter beaucoup à conséquence. Maintenant, est-ce que ça suffira pour rétablir l'équilibre? Je dirais non. Je pense que l'idéal serait quand même d'avoir une équipe qui dépasse enfin les quarts de finale, ce plafond de verre que les équipes africaines n'arrivent pas à franchir depuis 1990. Amine Birouk, avant le coup d'envoi ce dimanche, les joueurs choisis pour défendre les couleurs du continent africain au Qatar ont-ils le moral? Sont-ils bien encadrés par leurs pays respectifs? Tout d'abord, c'est un privilège d'avoir 5 sélections africaines coachées par 5 sélectionneurs locaux. C'est une première dans l'histoire de l'Afrique et de la Coupe du Monde. La particularité de cette Coupe du Monde, c'est qu'elle se déroule en pleine saison, c'est-à-dire que c'est le moment où les joueurs arrivent à leur pic de forme, ils sont en pleine compétition, ils ne sont pas émoussés par les efforts, alors que précédemment, les Coupes du Monde se déroulaient en toute fin de saison et c'était souvent des Coupes du Monde des joueurs fatigués. Aujourd'hui, le privilège, l'honneur de défendre le maillot de son pays doit particulièrement stimuler nos joueurs. Il faut penser visiblement à aller match par match et voir dans quelle mesure nous sommes capables de créer des sensations tout au long de la compétition. 5 sélections vont défendre l'honneur de leur patrie, mais également des 54 pays du continent africain. Et ce qui est certain, c'est que le fait de porter le maillot national, de se retrouver entre coéquipiers, entre compatriotes, de se retrouver dans le contexte particulier d'une Coupe du Monde dans un petit pays ou justement dans une seule ville, va particulièrement les stimuler parce qu'ils seront soutenus par des milliers d'Africains sur place et par des centaines de millions d'Africains dans leur foyer sur notre continent. Yacouba, il nous faut en parler quand même. Quels sont les superstars de la Galaxy Foot qui feront tout pour briller pour leur pays lors de ce mondial? Et parmi ces joueurs les plus connus dans le monde, qui sont les grands absents? Écoutez, je commence déjà par les grands absents. Ouais. Moi, du côté africain, surtout, je vois des garçons comme Mohamed Salah, qui n'a pas pu qualifier bien sûr son équipe pour cette Coupe du Monde, la sortie justement par le Sénégal de Sadio Mané, et vainqueur également de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi l'Algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, qui ne sera pas à cette Coupe du Monde-là, écarté par le Cameroun de Franck Zambo Anguissa et autres. Et donc, ça c'est côté Afrique. Et par rapport bien sûr à ces stars qui sont attendus à ce mondial-là, bien évidemment, ce sont les éternels et attendus. Question, est-ce qu'ils pourront réussir mieux que les fois dernières cette fois-ci? On a Lionel Messi par exemple de l'Argentine, qui peut-être va jouer qui jouera sans doute son dernier mondial et qui n'a que ce trophée-là qui manque à son palmarès après avoir remporté la Copa América. Il y a Cristiano Ronaldo avec son Portugal, Cristiano aussi à la recherche d'une Coupe du Monde. Ce serait pratiquement sa dernière, même s'il ne l'a pas dit. Neymar avec le Brésil, Neymar il a dit, ce sera sa dernière Coupe du Monde et donc beaucoup de ça attendu. Et bien évidemment, le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema avec l'équipe de France. Karim Benzema qui retrouve l'équipe de France et le mondial et qui voudrait sans doute marquer l'histoire de son palmarès et l'histoire du football en remportant cette Coupe du Monde. Et donc ça sera beaucoup serré pour ces grandes stars-là. Yacouba, un petit mot sur Team USA. L'équipe des États-Unis est au Qatar pour sa 21e participation en phase finale de Coupe du Monde. Depuis sa 3e place au mondial de 1930 en Uruguay, elle a du mal à s'illustrer. Alors Yacouba, la question, que peut-on dire de la progression du foot ici aux États-Unis? Le foot féminin, il se porte très bien. Vous l'avez vu, l'équipe Team USA féminine, bien sûr, championne du monde. Par contre, côté masculin, il y a beaucoup de travail encore à faire et beaucoup de travail qui se fait avec ce championnat nord-américain de football, la MLS, qui attire de plus en plus de joueurs, notamment venant de l'Europe, même si c'est pratiquement à la fin de carrière qui rejoignent, bien sûr, cette MLS-là. On parle de David Beckham, qui est actuellement, bien sûr, tenancier de l'Inter Miami. Il y a Ibrahimovic qui est passé par là, Blaise Matuidi et autres. Mais il faut dire que c'est quand même ce qu'ils appellent ici le soccer, monte en puissance. Et cette équipe américaine, qualifiée pour le mondial et qui était absente en 2014 en Russie, a réussi à le faire bien sûr depuis mars. Et donc, elle n'a encaissé que 10 buts en 14 matchs de qualification. Donc, une défense relativement solide. Et de plus en plus, il y a quand même des joueurs américains qui se retrouvent dans des clubs UP en Europe. Je pense par exemple au fils de George Weah, Timothy Weah, qui joue pour les États-Unis. Il est né ici, à New York, et qui est actuellement à l'avant-centre de Lille. Je pense par exemple
à la star, bien sûr, Christian Pulisic de Chelsea, très attendu, bien sûr, à ce mondial, là où encore Weston McKennie de la Juventus Turin. Et donc, ce sont quand même c'est une équipe jeune, mais qui a pas mal d'expérience et qui pourrait, bien sûr, faire quelque chose à cette Coupe du Monde-là. Il faut le rappeler, les États-Unis, pour se qualifier, ont terminé 3e de leur match de qualification dans leur poule, derrière le Canada, 1er, et le Mexique, 2e. Khalil Gueye, on a parlé de lui tout à l'heure, le Sénégalais Sadio Mané, meilleur joueur africain, 2e du Ballon d'Or 2022. En dépit de sa blessure, il figure donc parmi les joueurs retenus par le sélectionneur Aliou Cissé. Mais les fans sénégalais croient-ils vraiment que leur compatriote parviendra à aller jouer au Qatar ? Oui, bien sûr, ce qu'on entend dans la rue quand on parle avec les jeunes ou bien tous ceux qui sont intéressés par justement cette participation sénégalaise à la Coupe du Monde, l'espoir est là et on pense que Sadio Mané va jouer. Et peut-être pas les premiers matchs, mais en tout cas, l'équipe pourra tenir, l'équipe sans lui pourra tenir pendant au moins les 2-3 matchs ensuite de temps pour que lui, il reprenne la forme, retrouve la forme et revienne sur le terrain. Et évidemment, les Sénégalais pensent que Sadio Mané va pouvoir jouer. Oui. Khalil, justement, notre collègue Abdourahmane Dia a mis le cap sur Dakar, d'où il va nous proposer un programme spécial Coupe du Monde de concert avec BNews International, votre chaîne de télé. Parlez-nous brièvement de cette collaboration. Oui, et cette collaboration, mon cher Jacques, a commencé avec vous d'ailleurs. Vous vous souvenez, on a commencé cette collaboration entre BNews et la VOA il y a quelques années, quand vous étiez là, que vous avez fait cette émission sur la migration africaine, sur les causes, les conséquences, les problèmes. On a pu avoir sur le plateau des invités vraiment bien outillés de par leur expérience dans la lutte contre la migration et aussi de par leur expérience personnelle, parce qu'il y en a eu on a eu un invité qui lui-même avait pris les bateaux. Eh bien, cette collaboration ne fait qu'enrichir en fait les relations entre la Voix de l'Amérique et notre télévision ici à BNews à Dakar et aussi avec les stations partenaires en Afrique, ce qui veut dire que nous allons pouvoir tirer profit de votre de VOA et VOA tirera profit aussi de nous. Nous avons des expériences différentes, mais sur une cible pareille, une cible égale, n'est-ce pas? Le monde des téléspectateurs africains. Voilà. Alors, merci bien, Khalil. Hervé, en 2 mots, la France, vainqueur du Mondial 2018 en Russie, remet donc son titre en jeu. Comment se porte cette équipe 4 ans après? Très rapidement, si vous pouvez. Oui, rapidement, on a peur de retomber dans cette malédiction qui poursuit le champion du monde au XXIe siècle, puisqu'il n'y a que le Brésil qui est sorti des poules. Donc c'est une équipe avec une grande réserve, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est le premier réservoir de footballeurs professionnels dans le monde maintenant. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui s'en va avec une défense et un milieu de terrain totalement changé, et totalement changé par les blessures. Donc ça fait quelque part qu'il y a des certitudes, parce que devant, ça va vite, c'est capable de faire des différences individuelles, mais on n'a pas de certitude sur l'arrière. Donc on va voir. Le premier match sera important et le premier match sera décisif. Voilà. Amine, très rapidement aussi pour vous, qui sont les favoris pour le Mondial 2022 ? A priori, le Brésil est bien armé avec une armada offensive, une équipe très équilibrée. L'Argentine commence à prendre son envol avec Messi, qui a enfin trouvé des joueurs capables de l'aider dans sa tâche. Et puis une petite pièce sur des sélections qu'on ne voit plus très souvent aux premières loges, comme l'Espagne, qui a un équilibre et un bloc et un collectif qui pourrait peut-être faire très mal pendant cette Coupe du Monde. Ouais. Yacouba, comment les amis fidèles de VOA Afrique vont-ils pouvoir suivre cet événement sur nos différentes plateformes ? Écoutez, ça a déjà commencé avec tout ce qu'on publie sur notre site web voaafrique.com. Vous allez trouver une page spéciale consacrée à la Coupe du Monde dans la rubrique sport. À la radio, depuis lundi, on a 5 minutes de sport intensement, bien sûr, concentré sur la Coupe du Monde. Et bien évidemment, à la télévision, vous avez tous ces reportages, bien sûr, que nous vous proposons. Et bien entendu, Jacques, dès ce samedi, bien une émission spéciale de 30 minutes consacrée à la Coupe du Monde que j'aurai le plaisir d'animer avec mes collègues Eric et Nanit Talani. On aura des invités de taille, on aura bien sûr beaucoup de reportages et d'interviews. Et voilà. Et bien sûr, dès la semaine prochaine, on se retrouve dans le journal télé. Et voilà, pour cette vous avez Coupe du déjà du pain sur la planche, Yacouba Ouedraogo. Et voilà, merci à toutes nos radios et télépartenaires. Washington Forum prend fin ici. Merci à nos invités. Et bien évidemment, merci.